Allô la planète, du retour du festival Rock Castel au Kellar, édition 2021, l'éloge du voyage lent. Bonjour à tous, pour Allô la planète, nous sommes au festival Rock Castel, la 19e édition, donc au Kellar, dans le Larzac. Et nous avons une première interview avec Boromir Bogumil, qui a fait le film, qui a réalisé le film Tom et le Monde. Bonjour. Bonjour. Boromir. Bonjour, merci pour cette super présentation. Et de ne pas avoir écorché mon nom. Ouais, c'est ça, j'allais le dire. Pour T'as ça, vu elle est top. Ça va, je pour déforme pas trop. On l'a engagé dans l'équipe parce que... C'est juste pour ça. Alors du coup, tu es parti quand pour ce voyage où tu as filmé Tom ? Donc on est parti en été 2017. C'était j'ai quitté mon travail. En avril-mai, on a tous les deux tout quitté. Il a pris une année sabbatique. On s'est retrouvés en juillet pour passer l'été ensemble chez un ami en Allemagne. Et aussi faire les visas pour la Russie, parce que c'était le pays qu'on voulait visiter où on savait qu'il fallait un visa. Et on a obtenu le visa vraiment sur le dernier moment possible pour l'obtenir, parce que mon passeport avait une goutte d'eau sur la photo, donc on ne savait pas si on pouvait partir ou pas. Et quand on a eu le go, on est parti depuis cet ami qui habite en Bavière, en Allemagne, et direction la Russie en stop. Et c'était la première étape et la seule qui était vraiment bien planifiée pour ce départ. Alors, je voulais juste savoir qui est Tom pour toi. Tom, c'est un de mes meilleurs amis. On a fait le lycée ensemble, le lycée Clémenceau à Montpellier. Et c'est aussi quelqu'un qui est toujours partant pour partir dans des aventures folles. Donc, dès la seconde, on a commencé à planifier des randonnées dans les Alpes ensemble. Là où tous nos amis en vacances d'été prévoyaient surtout des bonnes siestes, nous on a décidé de partir 12 jours dans les Alpes, et de cette idée un peu à l'époque folle, on avait 16-15 ans, on a continué à organiser une randonnée tous les ans, et une amitié s'est formée comme ça, avec tout un groupe aussi. Mais Tom est vraiment celui qui est resté le noyau dur de chaque expédition qu'on a fait. Et l'origine de ce voyage que tu as filmé, pourquoi le filmer lui ? Pourquoi le film est lui ? Oui, parce qu'en fait, c'est lui que tu racontes dans ce voyage, ce n'est pas c'est toi son regard à lui. Ou vous. Je me suis rendu compte que c'est sûrement ce que moi je connaissais le mieux, et la personne que je connaissais le mieux, la personne avec qui j'allais passer le plus de temps. Et j'ai pas non plus envie de parler, quand on fait un voyage, de parler des autres pays au nom des gens qui habitent dans ce pays. C'était quelque chose que je voulais pas faire, en tout cas éviter le plus possible de faire. Donc j'ai voulu vraiment garder notre point de vue sur ça, et moi j'aime beaucoup me cacher derrière une caméra, je préfère être réalisateur qu'acteur. Donc il y en avait un qui restait, c'était Tom, et c'est toujours été un personnage, c'est toujours été quelqu'un que j'ai adoré filmer. Donc j'ai pointé la caméra sur lui, et on a commencé comme ça avec quelques interviews. Donc le film commence avec une interview par exemple qu'on a tournée au tout début avant le voyage, et à partir de ce moment-là je savais qu'il fallait que je pointe la caméra sur lui. Il y avait beaucoup de matériel à en sortir pour des moments drôles et des points de vue originaux et sur la situation et sur le voyage en général. Alors toi, quand tu es parti dans l'optique de le filmer, est-ce que tu avais organisé, est-ce que tu avais une sorte de plan, on va dire, organisé dans ta tête de ce que tu allais faire, de ce que tu allais montrer, ou alors tout est arrivé finalement assez spontanément et de manière surprenante ? J'avais un plan, j'avais très envie de filmer la vie, sans filtre, la vie des gens qu'on allait rencontrer. Donc j'avais vraiment envie d'avoir cette caméra immersive dans le quotidien, pas montrer les gens en train de nous faire des grands coucous et des sourires, mais vraiment d'être dans leur quotidien avec eux. Mais mon plan a été très chamboulé par le fait que je ne savais pas ce que c'était ce genre de voyage, donc je ne savais pas du tout qu'on allait être invité autant chez des gens, qu'on allait autant partager tout le temps avec des gens, et qu'on allait surtout passer autant de temps sans pouvoir contrôler notre journée. Beaucoup d'invitations, beaucoup de gens qui nous disent « venez faire ça, faites ça ». Et donc le film a pris cette tournure un peu qu'a pris notre voyage, c'est-à-dire quelque chose d'incontrôlé, de très spontané aussi.
J'avais beaucoup d'images dans les premiers pays de ce voyage qui montraient justement des maisons de gens chez qui on logeait, mais ces images n'avaient pas la même force, la même énergie que les images que j'ai pu avoir petit à petit dans le voyage. En Mongolie, on atteint vraiment le summum de cette énergie, d'être en immersion totale chez des gens et sans filtre et pouvoir montrer vraiment leur quotidien pur et dur, cruel même. Donc ça a beaucoup évolué quand moi-même j'ai découvert les images qu'on avait en face de nous et que j'ai eu envie de montrer vraiment cette cruauté, cette vie vraiment très différente de la nôtre que je n'imaginais pas avant de partir. Et donc voilà, donc il y a eu une envie de montrer d'autres personnes à travers Tom, mais sans imaginer à quel point je pouvais aller loin dans cette idée. Pourquoi tu parles de cruauté ? Parce que c'est vrai qu'on a moins ce rapport ici aujourd'hui, nous, mais de tuer la nourriture qu'on va manger, par exemple, alors on vit avec en Mongolie, donc je parle là, on vit avec nos chèvres, nos moutons, et ben il faut la tuer pour la manger, donc on l'attrape et on l'égorge pas, on fait une entaille dans son ventre, on met la main dedans, on retire l'œsophage. C'est quelque chose de cruel dans le rapport avec notre environnement. Il faut tuer pour vivre. Et il y a ça, il y a aussi la manière de vivre en Russie en général, où les choses sont comme elles sont et il n'y a pas de place pour le sentiment autant que ça. Donc il y a vraiment quelque chose de très dur tout le temps. Les choses sont comme ça. Il y a au Japon aussi, cette forêt de la mort qui est pourtant magnifique. Mais bon, il y a une réalité derrière, c'est que c'est pas juste une forêt magnifique, c'est une forêt aussi qui a une histoire très, très sombre derrière. Donc voilà, filmer les choses comme elles sont, sans trop les juger, mais ce qui en fait quelque chose de cruel. Oui, d'ailleurs, dans cette forêt, Tom dit à un moment, les gens se suicident, mais je m'en fous. Et au final, pas tant que ça. Enfin, c'est ce qu'on comprend. C'est impossible de s'en ficher, oui, justement. C'était trop présent. Il y avait des grottes magnifiques dans cette forêt. Il y avait des formations de lave incroyables. Il y avait le mont Fuji. On était au pied du mont Fuji. J'ai même pas une image du mont Fuji, finalement, parce que plus on s'approche du mont Fuji, plus il y a ces fils blancs partout. Et ces fils blancs qui montrent... qui sont censés être des chemins qui mènent vers la mort. Donc, on est tout de suite, on se sent comme dans une toile d'araignée. Donc oui, c'est dur de pas en parler, mais derrière, on a quand même trouvé un petit peu de beauté dans cette forêt. Je trouve intéressant, moi, la manière dont il dit justement, mais on s'en fout. C'est justement parce que, non, justement, on s'en fout pas, mais il ne met pas de jugement sur toutes les scènes. Hein. On n'est pas dans l'attente de quelque chose, il n'y a pas un début et poum, on ne s'attend pas au résultat. Tout semble décousu, je dirais. Ouais, c'est ça. Décousu organisé, peut-être. Je ne sais pas trop comment on peut voir ça. Mais je trouve qu'on est vraiment dans cette spontanéité du voyage. Je trouve que tu as réussi à montrer ça et sans jugement. Alors, ce qui peut perturber, hein, parce que effectivement, tu montres des choses quand même qui touchent, qui remuent, et à la fois, Tom s'exprime, il raconte au fur et à mesure tout ce qu'il fait, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il expérimente. Hein. On a un voyage géographique, on a un voyage linguistique, et à la fois il dit je suis pas linguiste, à la fin il dit je suis pas végan, je suis pas végétarien. c'est tout, ça semble contradictoire tout simplement parce que il ne met pas de jugement. Et j'ai trouvé assez formidable la manière dont tu le montres. C'est l'idée de ne pas avoir d'étiquette, de ne pas avoir quelque chose de prédéfini, de toujours... finalement, le monde est fait d'individus, ce qu'on voulait montrer. Le monde n'est pas fait d'idées ou d'organisations politiques, mais d'individus. Et ces individus, chacun a son identité. Et si on veut connaître un pays, il faut connaître chaque individu de ce pays. Et nous, on a connu des gens dans chaque pays. Ces gens avaient des caractéristiques qu'on a essayé de montrer au mieux possible à travers ce documentaire, mais on va pas aller plus loin que juger cette personne qui nous a accueillis. On ne peut pas tirer une conclusion de ça, surtout parce qu'on est resté qu'un mois dans le pays. Et on peut pas non plus se permettre de faire quelque chose chez les autres qu'on devrait d'abord faire chez nous, et surtout faire seulement chez nous.
Donc oui, c'est un rapport qui est pas respectueux envers là où on est, c'est juste un rapport qui se veut honnête, surtout. On était d'humain à humain pendant tout ce voyage, un humain et un humain en face, et on a voulu garder cet esprit authentique le plus possible. Oui, parce que pour revenir au côté cruel, chez nous, on cache cette mort, on montre pas derrière les abattoirs ce qui s'y passe. Le suicide, chez nous, c'est pas rare. Dans certaines professions, il y a un suicide tous les 3 jours. Je crois que c'est les agriculteurs. Finalement, est-ce que le monde est si différent en Russie, au Japon, en Mongolie qu'en France? Je pense que le monde, il est comme on veut le voir, surtout. C'est pour ça aussi le titre, le « et », on peut le comprendre des deux façons. Tom, le monde a été comme Tom a voulu le voir, c'est-à-dire rempli de nourriture. Mais le monde en soi, c'est des individus qui, oui, on a tous, je pense, les mêmes manières de percevoir, d'avoir les mêmes sentiments, je veux dire, par rapport à une certaine situation. Donc, on est très, très similaires et on a très bien pu assimiler ça avec toutes les cultures du monde, nos sentiments, nos envies, nos besoins, et finalement c'est quelque chose qui est très universel. Est-ce que la relation à l'animal est plus respectueuse en Mongolie, par exemple? On tue pour manger et pas pour remplir des congélateurs? Je sais pas si c'est du respect, mais en tout cas en Mongolie on ne laisse pas 1 gramme de viande traîner. Pas 1 gramme. Le sang est utilisé autant que l'os, et ça, je sais pas si c'est respectueux parce que l'animal il s'en fiche. Alors, qu'il est mort. Non, mais je voulais parler plutôt de la façon dont on le tuait, l'intention qu'on y met. À partir du moment, je pense qu'on tue sa propre nourriture, on va y mettre une intention différente que si on envoie dans une machine qui tue. Oui. Donc, je peux imaginer, en tout cas, ils ont ce rapport à la mort qui est beaucoup plus fort et qui rend humble aussi, quelque part. Donc oui, je pense qu'il y a plus de respect. Et ils ont beaucoup de respect aussi, en général, pour la terre. Il y a beaucoup de règles qu'ils respectent. On n'a pas le droit de s'essorer les mains vers le sol. On jette toujours une partie du repas dans le feu, une offrande. Il y a toujours ce côté un peu connecté à autre chose que ce qui est dans le moment présent. C'est le côté chamaniste. Bouddhiste aussi, ouais. Qui n'a pas disparu malgré l'éradiction des monastères par le communisme. Très fort encore là-bas. Quel pays tu gardes un meilleur souvenir ou quelque chose de particulier où tu dis j'aimerais bien y retourner, où j'ai passé vraiment un chouette moment là-bas et c'est le pays que j'ai préféré dans ce voyage? Déjà, c'est des moments. Je ne pourrais pas parler de pays. Il y a eu des moments dans les pays qui ont été vraiment très forts. Et je pense que ça a beaucoup à voir avec le fait d'avoir des attentes ou pas avoir des attentes. Par exemple, la Lituanie, on avait vraiment prévu de le traverser, pas d'y passer ne serait-ce qu'une nuit là-bas. Et quelqu'un qui nous invite dans sa ferme à passer une nuit dans sa ferme depuis un parking d'un grand supermarché. Il nous dit vous voulez passer une nuit dans ma ferme sans nous connaître, et une ferme magnifique, la vie rurale là-bas très très agréable, la nourriture, tout ça. Il y avait un propre potager, il avait les voisins qui nous ont fourni les œufs. C'est aussi le moment où on voit les champignons dans le jardin dans ce documentaire. Ça, c'était un moment très agréable, et juste le lendemain on enquille avec la Lettonie où pareil, on nous invite dans une ferme avec un sauna, avec un lac, les champignons dans la forêt. Donc ça, c'est des moments très beaux qu'on n'attend pas, on s'attend pas de vivre. Et finalement, des moments comme ça, il y en a eu dans tous les pays, et c'est ça le plus joli. Et les moments qu'on voulait voir, auxquels on s'attendait beaucoup plus, qu'on voulait absolument, des choses qu'on voulait visiter, au final ont été beaucoup plus mornes. Je me rappelle par exemple la Nouvelle-Zélande, qui était finalement le but du voyage, l'endroit où on voulait passer la fin du voyage. On n'a pas pu apprécier autant parce qu'on a eu moins ce côté spontané de laisser se passer les choses.
Et c'est ça que j'ai plus aimé. Donc ce qui m'a changé, c'est pas l'envie de revenir dans un pays, mais c'est de voyager différemment, de laisser toujours la porte ouverte à la spontanéité dans les endroits où je vais, et toujours accepter que les plus belles choses ne sont pas celles qu'on a planifié de voir. C'est pas le tel monument qui va être le meilleur moment du voyage. Tout ce voyage, vous l'avez fait en stop? On a essayé de faire le plus possible en stop. Donc en train, on a fait du stop aussi, dans chaque pays. Ouais. Et pour aller au Japon? On a pris un bateau. D'accord. Depuis la Corée du Sud. Donc Mongolie, Corée du Sud en avion. C'était notre seule porte de sortie. On ne pouvait plus retourner en Russie, on ne pouvait plus aller en Chine. Donc on a pris l'avion dans le pays le plus proche. Et Japon, Thaïlande en avion aussi. D'accord. Prochain projet de film? Des idées? Plein, je suis en plein dedans en fait. J'avais fait un long métrage, j'habite à Berlin, donc je suis assez influencé par cette ville aujourd'hui qui reçoit beaucoup de gens du monde entier, donc il y a aussi ça qui est intéressant, je continue à voyager même en restant à Berlin. Et j'avais écrit un long métrage sur le sentiment de mélancolie qu'on peut ressentir avant un voyage. Donc c'est une habitante de Berlin, une Allemande qui est sur le point de partir, de quitter toute sa vie à Berlin et de laisser tous ses amis derrière pour un voyage, pour un séjour en Nouvelle-Zélande justement, et se raconte ses derniers moments, sa dernière semaine à Berlin. Donc c'est ce sentiment de mélancolie entre joie de partir mais tristesse de devoir tout quitter qui m'intéresse beaucoup, qui a été aussi beaucoup influencé par ce voyage. Et aussi un court-métrage en ce moment sur une idée un thème qui me paraît plus important aujourd'hui, que j'aime beaucoup aborder, c'est le thème du féminisme en général, de la question d'égalité homme-femme. Et je fais des courts-métrages avec des amis à Berlin sur ce thème-là. Des beaux projets. Ouais. Des beaux projets qui, à cause de coronavirus, restent pour l'instant des projets, mais le court-métrage est presque sur le point d'être fini. D'accord. Une dernière question. Je me la suis posée plusieurs fois pendant le voyage. Est-ce que toi et Tom êtes devenus végétariens, vegan? Alors Tom, il le dit, on comprend que non. Mais est-ce que toi, ce rapport avec la viande a changé avec ce voyage? Même pendant le voyage, on a toujours eu le débat de comment consommer de manière consciente. C'est le plus important pour nous, c'est pas de nous mettre une étiquette, on est vegan ou végétarien, c'est de consommer conscient. Et on a toujours eu ce côté-là conscient, même avant le voyage. C'est-à-dire que on ne pourra jamais mettre une étiquette sur nous, on est vegan, végétarien ou carnivore ou quoi que ce soit. Mais par exemple, je mangerai de la viande si je suis invité chez des gens et qu'ils vont mettre de la viande sur la table. Mais je n'achète pas de viande. J'essaye d'être le plus conscient par rapport à ça possible. Aussi, je pense de plus en plus, il y a une idée qui grandit depuis 1 an ou 2, c'est la question du droit des animaux. Qu'est-ce que vaut cette question et le droit des animaux aussi. Donc oui, j'essaye de changer. On a tous les deux changé beaucoup avant et pendant ce voyage et on continue d'évoluer. On espère vers quelque chose de plus conscient de tout, même pas que des humains, mais des animaux et tout notre environnement. D'accord. Tu as discuté avec Manon, qui est restée 6 mois en Mongolie, qui a traversé la Mongolie à cheval. Non, tu l'as pas vu, elle a présenté son film ce matin, on l'aura tout à l'heure en interview. Ok. Je suis super intéressé de savoir. Oui. Voilà. J'ai lu dans le programme, oui, mais malheureusement je suis vraiment en visite très éclair. J'avais prévu de passer les 3 jours ici en camping et tout, mais je suis venu avec la famille au final et on doit retourner à Berlin. Ok. D'accord. Écoute, merci en tout cas. Merci pour ce moment passé avec nous. C'est super agréable d'être ici avec vous. Merci beaucoup. Et puis écoute, à l'année prochaine et peut-être sur le festival Allô la planète. L'an prochain ? Ici, j'espère l'an prochain, oui. C'est vraiment une belle communauté, j'ai beaucoup aimé. J'ai une amie qui m'en parlait tout le temps et je suis content d'être là enfin au Rock Castle. Cool. À bientôt. Merci, à bientôt Boromir. À bientôt. Merci. Bye. Allô la planète, du retour du festival Rock Castle au Kellar, édition 2021, l'éloge du voyage lent.